Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de l'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Stefan Kowalski, ingénieur des mines polonais considéré comme un visionnaire fou par ses contemporains, qui consacra 15 années de sa vie à creuser un tunnel souterrain que tous jugeaient parfaitement inutile. Cette histoire vraie, située dans la petite ville minière de Nowa Ruda, en Silésie polonaise, révèle comment l'obstination d'un homme peut sauver des milliers de vies et transformer une communauté entière face aux caprices imprévisibles de la nature. Cette aventure humaine exceptionnelle, qui s'étend de 1952 à 1967, nous enseigne que les plus grandes réalisations naissent souvent de l'incompréhension générale et que la persévérance face au scepticisme peut aboutir au plus beau triomphe de l'esprit humain. L'histoire de Stefan Kowalski et de son tunnel impossible illustre parfaitement comment une vision à long terme peut défier le pragmatisme à courte vue de toute une époque. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants d'innovation et de persévérance. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous inspire et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces histoires de génie humain méconnus. Préparez-vous à découvrir comment un tunnel inutile devint le salut d'une ville entière. Paragraphe 1. En cette froide matinée de novembre 1952, Stefan Kowalski, ingénieur des mines de 42 ans, se dressait face au conseil municipal de Nowa Ruda avec une détermination qui surprenait même ses plus proches collaborateurs. Cet homme trapu aux mains calleuses par 20 années de travail souterrain présentait à l'Assemblée médusée un projet aussi ambitieux qu'apparemment insensé. Creuser un tunnel de 3 km de long sous la colline Śnieżka pour relier le centre-ville au quartier résidentiel de Gorni Wrozos, situé en altitude sur l'autre versant de la montagne. « Messieurs les conseillers », déclarait Kowalski d'une voix ferme qui résonnait dans la salle municipale aux murs décrépits. Ce tunnel n'est pas un caprice d'ingénieur, mais une nécessité vitale pour l'avenir de notre communauté. J'ai étudié les archives météorologiques depuis 1890, analysé la topographie de notre région, et je peux vous affirmer qu'un jour viendra où cette liaison souterraine sauvera des vies. Ah, ces paroles tombaient dans un silence sceptique, ponctué par quelques ricanements étouffés de l'assistance. Le projet de Kowalski naissait d'une observation que lui seul semblait prendre au sérieux. Nowa Ruda, niché dans une vallée encaissée des Sudètes, était relié à son quartier résidentiel de montagne par une unique route sinueuse qui serpentait à flanc de colline sur plus de 15 km. Cette voie, construite dans les années 1920, représentait l'unique accès terrestre au quartier de Gorni Wrozos, où vivaient plus de 3000 habitants, principalement des familles de mineurs et leurs enfants. L'ingénieur avait remarqué une particularité météorologique troublante. Tous les 30 à 40 ans, la région subissait des tempêtes de neige d'une intensité exceptionnelle qui bloquaient complètement cette route de montagne pendant des semaines, isolant totalement les habitants du quartier résidentiel. Les archives municipales mentionnent de tels événements en 1893, 1934, et des témoignages oraux évoquent d'autres occurrences similaires, expliquait-il aux édiles incrédules. Selon mes calculs, nous sommes dans une période favorable à un nouveau phénomène de cette ampleur. Le bourgmestre Janusz Nowak, homme pragmatique issu de la classe ouvrière locale, écoutait poliment mais sans conviction cette présentation qu'il jugeait farfelue. « Ingénieur Kowalski », répondit-il avec un sourire condescendant. « Nous apprécions votre créativité, mais nous avons des priorités plus urgentes que de creuser des tunnels hypothétiques. Nos écoles ont besoin de réparation, nos routes de réfection, nos infrastructures de modernisation. Nous ne pouvons pas dilapider l'argent public dans des projets aussi spéculatifs. » Cette réaction prévisible mais décevante ne découragea pas Kowalski, qui avait anticipé le scepticisme de ses concitoyens. Il sortit de sa serviette en cuir usé une liasse de documents techniques, plans détaillés, études géologiques, calculs de coûts, calendrier de réalisation. « Messieurs, reprit-il avec patience, j'ai travaillé bénévolement pendant 2 ans pour préparer ce dossier.
Le tunnel que je propose est techniquement réalisable avec nos moyens actuels. Le coût, réparti sur 15 années, représente moins que l'entretien annuel de la route de montagne. L'Assemblée municipale écoutait avec une politesse de façade cette argumentation technique qui dépassait largement leurs préoccupations quotidiennes. Dr Marek Zajac, le médecin municipal qui faisait office d'intellectuel local, posa la question qui était dans tous les esprits. Ingénieur, même en admettant que votre analyse météorologique soit exacte, pourquoi ne pas simplement améliorer la route existante? Pourquoi cette solution aussi radicale qu'un tunnel souterrain? Kowalski avait préparé sa réponse à cette objection évidente. Docteur, j'ai calculé qu'aucun aménagement routier ne peut résister aux conditions météorologiques exceptionnelles que prédisent mes études. Lorsque la neige tombe à raison de 2 mètres par jour pendant une semaine, combinée à des vents de plus de 100 km par heure, aucune route de montagne n'est praticable, quels que soient les équipements de déneigement. Seul un passage souterrain peut garantir une liaison permanente. L'argumentation de l'ingénieur, bien que techniquement solide, se heurtait à un problème psychologique fondamental. Personne dans l'assistance n'avait vécu personnellement ces événements météorologiques exceptionnels qu'il décrivait. Pour ces hommes pragmatiques, habitués à gérer le quotidien municipal, investir dans la protection contre un phénomène hypothétique relevait de la pure spéculation. Leur expérience limitée aux hivers ordinaires ne leur permettait pas d'imaginer l'ampleur des catastrophes que prévoyait Kowalski. Le conseiller Tomasz Koziara, représentant des commerçants locaux, résuma l'opinion générale avec une franchise brutale. « Ingénieur Kowalski, avec tout le respect que nous vous devons, votre projet ressemble fort à une lubie de technicien. Nous avons survécu jusqu'ici sans tunnel, nos pères et grands-pères aussi. Pourquoi aurions-nous soudain besoin de cette excavation coûteuse et inutile ?» Ces paroles, accueillies par des murmures d'approbation, révélaient l'incompréhension profonde qui séparait la vision prospective de l'ingénieur des préoccupations immédiates de ses concitoyens. La séance se termina par un vote sans surprise. Le projet de tunnel fut rejeté à l'unanimité moins une voix, celle de Kowalski lui-même qui siégeait au conseil en tant que conseiller technique. Ce refus, qu'il avait anticipé sans pour autant s'y résigner, marquait le début d'une aventure extraordinaire où un homme seul allait défier l'incrédulité de toute une communauté pour réaliser sa vision prophétique. Paragraphe 2. Le refus catégorique du conseil municipal, loin de décourager Stefan Kowalski, ne fit que renforcer sa détermination à réaliser son projet par ses propres moyens. Cette réaction, qui surprit même sa femme Anna, révélait chez cet ingénieur méticuleux une obsession qui dépassait largement le cadre professionnel pour s'enraciner dans une conviction profonde de servir l'intérêt général. Si la municipalité refuse de financer ce tunnel, déclara-t-il à son épouse ce soir-là, je le creuserai moi-même, avec mes économies, mon temps libre et ma détermination. Anna Kowalski, institutrice respectée de la communauté, connaissait suffisamment son mari pour comprendre que cette décision n'était pas d'un coup de tête, mais le résultat d'une réflexion mûrie. Cependant, l'ampleur de l'entreprise l'inquiétait profondément. « Stéphane, lui dit-elle avec tendresse mais fermeté, tu parles de creuser 3 kilomètres de tunnel. Comment un homme seul peut-il accomplir un tel travail? Et avec quels moyens ?» Cette question pratique révélait l'énormité du défi que s'apprêtait à relever l'ingénieur obstiné. Kowalski avait déjà réfléchi à ces aspects logistiques pendant les mois de préparation de son dossier municipal. « Anna, répondit-il en déployant ses plans sur la table de la cuisine, j'ai calculé qu'en travaillant 4 heures par jour après mon service à la mine, plus 10 heures, le dimanche, je peux creuser environ 50 mètres de tunnel par an. À ce rythme, le projet sera terminé en 15 ans maximum. » Cette planification minutieuse révélait chez lui une capacité d'organisation exceptionnelle, doublée d'une patience à toute épreuve. Le financement de cette entreprise titanesque posait évidemment des problèmes considérables. Kowalski avait économisé pendant 10 années l'équivalent de 3 années de salaire, somme qu'il destinait initialement à l'achat d'une maison plus grande pour sa famille. Mes économies couvriront l'achat des outils spécialisés, de la dynamite, des étais en bois et du matériel de ventilation, expliquait-il à sa femme stupéfaite.
Pour le reste, j'utiliserai les ressources naturelles, pierres locales pour les murs, bois de la forêt municipale avec autorisation, main-d'œuvre, la mienne. L'emplacement du tunnel avait été choisi avec une précision d'ingénieur. Il débuterait dans la cave de leur propre maison, située en bordure du centre-ville, et déboucherait dans un terrain que Kowalski avait discrètement acheté l'année précédente à Gornji Wrzos, officiellement pour y établir un potager familial. Cette acquisition, qui avait intrigué ses voisins à l'époque, révélait maintenant toute sa logique stratégique. « J'ai préparé ce projet depuis 5 ans, avoua-t-il à Anna. L'achat de ce terrain faisait partie du plan. La géologie locale favorisait relativement l'entreprise. Le sous-sol de la région, composé principalement de grès et de schiste, se prêtait au creusement manuel avec les techniques minières traditionnelles. Kowalski connaissait parfaitement ces formations rocheuses pour y avoir travaillé toute sa carrière. C'est exactement le même type de roche que dans nos mines, expliquait-il. Je sais comment la percer, l'étayer, l'aménager. La difficulté ne sera pas technique mais physique. L'aspect légal de l'entreprise avait également été soigneusement étudié. Kowalski découvrit que la législation polonaise de l'époque n'interdisait pas explicitement le creusement de tunnels privés sur ses propres terrains, pourvu qu'ils respectent certaines normes de sécurité et n'empiètent pas sur les propriétés voisines. J'ai consulté un avocat de Wrocław, révéla-t-il. Tant que je reste dans les limites de mes parcelles et que je respecte les règles de construction, mon projet est légalement irréprochable. Cette révélation stupéfia Anna qui réalisait soudain que son mari avait préparé cette entreprise avec une minutie extraordinaire, anticipant tous les obstacles possibles. « Stéphane, murmura-t-elle, tu y penses vraiment depuis si longtemps? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» L'ingénieur sourit avec tendresse. « Parce que je voulais d'abord être sûr que c'était techniquement possible. Maintenant que j'en suis certain, j'ai besoin de ton soutien pour le réaliser. » Le soutien de sa famille s'avérait crucial, car l'entreprise allait transformer radicalement leur mode de vie. Leurs 2 enfants, Piotr et Maria, âgés respectivement de 15 et 12 ans, découvrirent que leur sous-sol allait devenir le chantier d'un tunnel et que leur père consacrerait désormais tous ses loisirs à ce projet gigantesque. « Papa va vraiment creuser un tunnel sous notre maison ?» demanda Maria avec des yeux émerveillés. « Jusqu'à la montagne !» L'annonce publique du projet privé de Kowalski, quelques semaines après le refus municipal, déclencha dans Nowa Ruda une curiosité mélangée d'amusement et d'incrédulité. « Vous avez entendu? L'ingénieur Kowalski va creuser son tunnel tout seul !» se disaient les habitants avec des sourires moqueurs. Cette réaction prévisible ne troublait pas l'ingénieur qui avait appris à ses dépens que les visionnaires sont toujours incompris par leurs contemporains. Cependant, quelques voix s'élevèrent pour soutenir discrètement son initiative. Le vieux mineur Jan Kowalczyk, retraité respecté de la communauté, déclara publiquement « Si quelqu'un peut réaliser un tel projet, c'est bien Stéphane. Cet homme connaît la roche comme personne, et sa détermination est légendaire. » Ce soutien inattendu d'une figure respectée apporta à Kowalski un réconfort moral précieux pour affronter les années de labeur qui l'attendaient. Paragraphe 3. Le 15 janvier 1953, par une matinée glaciale typique de l'hiver silésien, Stefan Kowalski donna le premier coup de pioche dans le mur de sa cave, marquant officiellement le début d'une aventure qui allait occuper les 15 plus belles années de sa vie. Cette première excavation, réalisée en présence de sa femme Anna et de ses 2 enfants fascinés, inaugurait l'un des chantiers privés les plus ambitieux jamais entrepris par un particulier en Europe de l'Est. L'émotion était palpable dans cette cave humide qui allait devenir le point de départ d'une œuvre titanesque. L'organisation du travail révélait chez Kowalski une méticulosité d'ingénieur doublée d'une endurance de mineur. Chaque matin à 5 heures, après son petit déjeuner frugal, il descendait dans sa mine pour son service réglementaire de 8 heures. À son retour, vers 16 heures, il prenait un repas rapide, puis descendait dans sa cave pour 4 heures de creusement intensif. Le rythme est soutenu, confiait-il à Anna. Mais je suis habitué au travail souterrain. Creuser mon tunnel après ma journée de mine, c'est presque récréatif. Cette organisation spartiate impressionnait même ses détracteurs.
Les voisins, d'abord amusés par cette lubie de l'ingénieur, découvraient progressivement la réalité du projet en entendant chaque soir les coups de pioche rythmés qui résonnèrent dans le quartier. « On entend Stéphane creuser jusqu'à 20 heures tous les soirs », rapportait Madame Zawisza, sa voisine immédiate. Cette régularité est impressionnante. Il ne manque jamais une séance de travail, quelle que soit la météo ou sa fatigue. Les techniques de creusement employées par Kowalski combinaient habilement méthodes traditionnelles et innovations personnelles. Pour percer la roche dure, il utilisait la technique classique du forage-dynamitage, perçage de trous avec une perceuse pneumatique portable, chargement avec de petites quantités d'explosifs, puis déblaiement des gravats. Cependant, il avait adapté ces méthodes aux contraintes spécifiques de son chantier souterrain individuel, réduisant les charges d'explosifs et perfectionnant les systèmes de ventilation. L'évacuation des déblais posait des défis logistiques considérables que l'ingénieur résolut avec ingéniosité. Il construisit un système de rails miniature qui permettait d'acheminer les gravats depuis le front de taille jusqu'à sa cave, puis jusqu'à l'extérieur par un puits spécialement creusé dans son jardin. « J'évacue environ 2 tonnes de déblais par semaine », expliquait-il aux curieux. « Ces pierres me servent ensuite à consolider les murs de mon tunnel et à aménager mon jardin. » La ventilation constituait un enjeu vital pour la sécurité du chantier. Kowalski installa un système sophistiqué de tuyauterie qui apportait l'air frais depuis l'extérieur jusqu'au front de taille, tout en évacuant les gaz de combustion et la poussière. Ce système, inspiré des techniques minières industrielles mais adapté aux dimensions domestiques, témoignait de son expertise technique et de son souci constant de sécurité. « La ventilation n'est pas un luxe dans un tunnel », répétait-il. C'est une question de vie ou de mort. L'éclairage du chantier révélait également son sens pratique. Ne pouvant installer un réseau électrique dans un tunnel en construction, il utilisait des lampes à acétylène portatives qui lui procuraient un éclairage mobile et fiable. Cette solution, économique et éprouvée par des générations de mineurs, créait dans le tunnel une atmosphère particulière avec ses jeux d'ombre dansantes et ses reflets sur les parois humides de grès fraîchement taillées. Au bout de 6 mois de travail, les progrès de Kowalski commençaient à impressionner même ses plus fervents sceptiques. Le tunnel avançait régulièrement au rythme de 4 à 5 mètres par mois, confirmant les prévisions optimistes de l'ingénieur. Cette constance dans l'effort révélait une volonté exceptionnelle qui forçait l'admiration, même de ceux qui continuaient à considérer le projet comme inutile. Il faut reconnaître, concédait le bourgmestre Nowak, que l'ingénieur Kowalski tient ses engagements. Son tunnel avance, effectivement. Les difficultés techniques rencontrées au cours de cette première année révélèrent l'étendue des défis que représentait cette entreprise solitaire. Infiltration d'eau, éboulement partiel, problème de ventilation, usure prématurée des outils. Chaque difficulté était surmontée par l'ingéniosité et la persévérance de Kowalski. Chaque problème technique est un défi stimulant, philosophait-il. J'apprends constamment, j'améliore mes méthodes, je perfectionne mes techniques. Ce tunnel est ma meilleure école d'ingénierie. L'impact sur la vie familiale était considérable, mais assumé avec sérénité par tous les membres du foyer. Anna avait adapté l'organisation domestique aux exigences du chantier. Repas préparés à l'avance, horaires décalés, budget familial réorganisé pour financer le projet. Les enfants, loin de subir cette situation, en tiraient une fierté particulière. Notre papa construit le plus grand tunnel de Pologne, se vantait-il auprès de leurs camarades d'école. Cette première année établissait solidement la crédibilité technique du projet, tout en révélant l'ampleur de l'engagement personnel qu'il représentait. Kowalski avait prouvé que son tunnel n'était pas une chimère, mais une réalité en construction. Cependant, il lui restait encore 14 années de labeur pour atteindre son objectif. 14 années, pendant lesquelles sa détermination serait mise à rude épreuve par les doutes, les moqueries et les difficultés techniques croissantes. Paragraphe 4. L'année 1954 marqua un tournant crucial dans l'aventure de Kowalski avec l'arrivée des premières complications géologiques sérieuses. Après 18 mois de progression régulière dans un grès relativement tendre, l'ingénieur se heurta à une formation de granit dur qui ralentit drastiquement l'avancement de son tunnel. Cette difficulté, qu'il avait partiellement anticipée grâce à ses études géologiques préliminaires,
nécessitait une adaptation complète de ses méthodes de travail et testait sa détermination face à un obstacle apparemment insurmontable. Cette formation rocheuse, expliquait-il à Anna en lui montrant des échantillons de granit étincelant, s'étend sur environ 200 mètres selon mes calculs. C'est un défi technique majeur, mais pas insurmontable. Il me faut simplement adapter mes outils et mes techniques. Cette sérénité face à l'adversité révélait chez lui une confiance inébranlable en ses capacités d'ingénieur, forgé par 25 années d'expérience dans les mines les plus difficiles de Silésie. L'adaptation technique nécessitée par ce granit dur coûta plusieurs mois de recherche et d'expérimentation. Kowalski dut acquérir des forêts diamantées plus performants, modifier son système de dynamitage pour s'adapter à cette roche particulièrement résistante et renforcer considérablement ses étais de soutènement. Ces adaptations représentaient un surcoût financier important qui greva sérieusement ses économies familiales, mais il refusa catégoriquement d'abandonner ou même de ralentir son projet. Cette période difficile coïncida malheureusement avec un regain de moquerie de la part de ses concitoyens. La progression visible du tunnel ayant considérablement ralenti, les sceptiques trouvèrent là une confirmation de leurs prédictions pessimistes. « Vous voyez bien que l'ingénieur Kowalski a visé trop haut », commentait malicieusement le conseiller Koziara. « Son tunnel s'arrête déjà au bout de 50 mètres. Nous avions raison de ne pas gaspiller l'argent public dans cette lubie. » Ces critiques, rapportées à Kowalski par des voisins bien intentionnés, ne parvenaient pas à entamer sa détermination mais affectaient douloureusement sa famille. Anna, en particulier, souffrait de ces moqueries publiques qui touchaient indirectement ses enfants à l'école. « Stéphane, lui confia-t-elle un soir, ne crois-tu pas que nous devrions peut-être reconsidérer ce projet? Les enfants entendent des remarques désobligeantes, nos économies fondent, et tu t'épuises. » Cette conversation douloureuse révélait la pression sociale croissante qui pesait sur la famille. Cependant, un événement inattendu vint renforcer la détermination de l'ingénieur obstiné. En février 1954, une tempête de neige particulièrement violente bloqua pendant 3 jours la route d'accès à Gornji Vršovce, isolant complètement les 3000 habitants du quartier résidentiel. Bien que cette tempête fût loin d'atteindre l'intensité exceptionnelle prédite par Kowalski, elle offrait un avant-goût de ce qui pourrait arriver en cas de phénomène météorologique majeur. Cette tempête de février transforma temporairement l'opinion publique sur le projet de tunnel. Les habitants de Gornji Vršovce, privés de liaison avec le centre-ville pendant 72 heures, découvrirent concrètement leur vulnérabilité face aux caprices météorologiques. Finalement, admit le docteur Zajac, peut-être que l'ingénieur Kowalski n'a pas complètement tort. Cette route de montagne est effectivement fragile. Ces déclarations publiques apportèrent à Kowalski un réconfort moral précieux dans cette période difficile. Encouragé par ce début de reconnaissance, l'ingénieur redoubla d'efforts pour percer la formation granitique qui l'arrêtait. Il modifia ses horaires de travail, consacrant désormais 6 heures quotidiennes à son tunnel au lieu de 4, compensant la dureté de la roche par un surcroît d'énergie personnelle. Cette intensification du rythme de travail révélait une volonté exceptionnelle, mais inquiétait sa famille qui voyait sa santé se dégrader sous l'effort. L'innovation technique devint nécessaire pour surmonter les défis posés par le granit. Kowalski développa une méthode originale combinant forage thermique et explosif à retardement qui permettait de fragmenter la roche dure avec une efficacité supérieure aux techniques traditionnelles. Cette innovation, fruit de son expérience minière et de son ingéniosité naturelle, lui valut même la reconnaissance discrète de ses collègues ingénieurs qui commençaient à s'intéresser à ces méthodes. L'entraide communautaire se manifesta de manière inattendue quand plusieurs mineurs retraités proposèrent spontanément leur aide bénévole pour accélérer les travaux. Jan Kowalczyk, le doyen des mineurs locaux, expliqua cette solidarité. « Stéphane fait ce travail pour toute la communauté, même si beaucoup ne le comprennent pas encore. Nous, les anciens, nous savons reconnaître un homme qui se sacrifie pour les autres. » Cette aide, même modeste, apportait à Kowalski un soutien moral inestimable. La fin de l'année 1954 voyait le tunnel atteindre 120 mètres de longueur, malgré les difficultés géologiques rencontrées. Cette progression,
inférieur aux prévisions initiales mais remarquable compte tenu des obstacles surmontés, prouvait la viabilité du projet et la détermination exceptionnelle de son concepteur. « Nous avons passé le plus dur », annonça Kowalski à sa famille. « Le granit est presque entièrement percé. L'année prochaine, nous retrouverons un rythme normal. » Cette prophétie optimiste se révéla exacte quand, en janvier 1955, les forêts de Kowalski retrouvèrent le grès tendre qui facilitait grandement l'avancement des travaux. Cette victoire technique sur la formation granitique marquait symboliquement la fin de la première phase du projet et le début d'une période plus favorable où la progression régulière du tunnel commencerait à convaincre définitivement les derniers sceptiques de la communauté. Paragraphe 5. L'hiver 1957 apporta à Nowa Ruda une série de tempêtes de neige d'une intensité inhabituelle qui, sans atteindre les niveaux catastrophiques prédits par Kowalski, donnèrent un avant-goût inquiétant de ce qui pourrait advenir lors d'un phénomène météorologique exceptionnel. À 5 reprises entre décembre et mars, la route d'accès à Gornji Wrzos fut bloquée pendant plusieurs jours, obligeant les autorités municipales à organiser des évacuations par hélicoptère et à constituer des stocks d'urgence pour les habitants isolés. Ces incidents météorologiques répétés transformèrent progressivement l'opinion publique sur le projet de Kowalski. Les habitants de Gornji Wrzos, confrontés régulièrement à l'isolement et aux difficultés d'approvisionnement, commençaient à comprendre la pertinence de la vision prospective de l'ingénieur. Cet hiver nous montre que Kowalski n'avait peut-être pas tort, admettait publiquement le bourgmestre Nowak. Sa prévision d'une grande tempête paraît moins fantaisiste quand on voit ce qui se passe déjà avec des hivers normaux. Cette évolution de l'opinion publique coïncidait avec des progrès spectaculaires du tunnel qui atteignait désormais 800 mètres de longueur. Kowalski avait perfectionné ses techniques au point d'atteindre un rythme de progression exceptionnel. Plus de 6 mètres par mois en terrain favorable. Cette efficacité remarquable résultait de 5 années d'expérience, d'innovation technique constante et d'une organisation du travail optimisée par la pratique quotidienne. L'aménagement intérieur du tunnel révélait le génie pratique de son concepteur. Au-delà du simple percement, Kowalski avait équipé sa galerie souterraine d'un éclairage électrique alimenté par un générateur personnel, d'un système de ventilation sophistiqué et même d'un petit rail qui permettrait ultérieurement la circulation de véhicules légers. Ce tunnel ne sera pas seulement praticable, expliquait-il. Il sera confortable et sûr. J'ai prévu tous les équipements nécessaires à son utilisation par la population. L'aspect financier du projet, longtemps problématique, trouvait maintenant des solutions inattendues. Plusieurs entreprises locales, impressionnées par la détermination de Kowalski et pressentant l'utilité future de son tunnel, commençaient à sponsoriser discrètement les travaux. L'entreprise de matériaux de construction Silesia offrit gratuitement le ciment nécessaire au revêtement des parois, tandis que la compagnie électrique locale installa bénévolement le système d'éclairage. Ces soutiens matériels s'accompagnaient d'une aide humaine croissante. Une équipe informelle de bénévoles, composée principalement de mineurs retraités et de jeunes passionnés de technique, se constitua spontanément pour assister Kowalski dans les travaux les plus pénibles. « Stéphane nous a montré l'exemple », déclarait Jan Kowalczyk. « Maintenant, c'est à notre tour de l'aider à terminer cette œuvre qui profitera à toute la communauté. » L'innovation technique continuait à caractériser le projet. Kowalski développa un système de drainage particulièrement efficace, qui évacuait automatiquement les infiltrations d'eau, un problème récurrent dans les tunnels souterrains. Cette innovation, fruit de son expérience pratique, lui valut même une reconnaissance officielle. L'Association des ingénieurs polonais lui décerna un prix pour l'innovation technique au service de l'intérêt général. Cette reconnaissance professionnelle marquait un tournant symbolique dans la perception du projet. L'ingénieur fou de Nowa Ruda devenait progressivement un innovateur respecté dont les méthodes intéressaient à la communauté technique nationale. Des délégations d'ingénieurs venaient régulièrement visiter le chantier pour étudier ses techniques de percement individuel et ses solutions d'aménagement souterrain. L'impact sur la famille Kowalski était également positif. Piotr, l'aîné, maintenant âgé de 20 ans, avait choisi de suivre des études d'ingénierie en s'inspirant directement de l'exemple paternel. « Papa m'a montré qu'un ingénieur peut changer le monde », déclarait-il fièrement.
Maria, 19 ans, étudiait l'architecture et projetait de concevoir les aménagements définitifs du tunnel familial. La dimension touristique du projet commençait même à se dessiner. Des visiteurs de toute la Pologne venaient découvrir ce tunnel privé unique en Europe, créant une petite activité économique locale inattendue. Anna Kowalski organisait des visites guidées le dimanche après-midi, expliquant avec fierté le travail de son mari et l'histoire de cette réalisation exceptionnelle. Cependant, malgré ses succès encourageants, Kowalski gardait constamment à l'esprit l'objectif initial de son projet, protéger la communauté contre les tempêtes exceptionnelles qu'il continuait à prévoir. Tout cela est très gratifiant, confiait-il à Anna. Mais je ne dois pas oublier pourquoi j'ai commencé ce tunnel. Un jour, il sauvera des vies. J'en suis convaincu. Cette obsession prémonitoire, loin de s'atténuer avec les années, se renforçait à mesure que s'approchait l'achèvement de son œuvre. L'année 1957 se terminait sur un bilan extrêmement positif. 800 mètres de tunnel achevés, soutien croissant de la population, reconnaissance technique officielle et perspective d'achèvement du projet dans un délai raisonnable. Kowalski pouvait légitimement s'enorgueillir d'avoir transformé un rêve apparemment impossible en réalité tangible, prouvant qu'une vision juste et une volonté inébranlable peuvent triompher de tous les scepticismes. Paragraphe 6. L'année 1962 marqua l'entrée du projet de Kowalski dans sa phase finale, avec l'approche du 1,5 km de tunnel achevé, soit exactement la moitié du parcours prévu. Cette étape symbolique fut célébrée par une petite cérémonie organisée spontanément par les habitants de Nowa Ruda, qui avaient progressivement adopté leur tunnel comme un symbole de fierté communautaire. L'ingénieur obstiné de 1952 était devenu une figure respectée et même admirée, incarnant les vertus de persévérance et de vision à long terme. La progression technique du chantier atteignait maintenant des standards quasi industriels. Kowalski avait perfectionné ses méthodes au point d'obtenir une efficacité remarquable. 8 à 10 mètres de tunnel achevés chaque mois, incluant le percement, l'étayage, le revêtement des parois et l'installation des équipements. Cette productivité exceptionnelle pour un chantier individuel résultait de 10 années d'optimisation constante et de l'aide précieuse de son équipe de bénévoles qui avait grandi régulièrement. L'équipe de soutien comptait maintenant une quinzaine de personnes, principalement des mineurs retraités et des jeunes passionnés de technique qui consacraient leur week-end à assister Kowalski. Cette solidarité communautaire transformait le projet individuel en entreprise collective, créant des liens sociaux inattendus et renforçant la cohésion de la petite communauté de Nowa Ruda. Stéphane a réussi à mobiliser toute la ville autour de son rêve, observait le docteur Zajac. C'est peut-être là son plus grand succès. L'aspect technique du tunnel impressionnait de plus en plus les experts qui venaient l'étudier. Kowalski avait équipé sa galerie d'un système de ventilation forcée, d'un éclairage électrique permanent, d'un drainage automatique et même d'un système de communication téléphonique qui reliait les deux extrémités. Ces équipements, fruits de son ingéniosité et de sa prévoyance, transformaient ce passage souterrain en véritable infrastructure moderne, digne des plus grandes réalisations publiques. La reconnaissance officielle culmina en 1962 avec la visite d'une délégation du ministère des Travaux publics venue étudier les innovations techniques développées par Kowalski. Cette visite, largement médiatisée dans la presse locale, consacrait définitivement la valeur technique du projet et son intérêt pour l'ingénierie moderne. Les méthodes développées par l'ingénieur Kowalski présentent un intérêt certain pour les futurs projets d'infrastructures souterraines, déclarait officiellement le directeur technique du ministère. Cependant, cette reconnaissance s'accompagnait d'une préoccupation croissante de l'administration concernant la sécurité publique. Un tunnel de cette envergure, construit par des moyens privés, posait des questions réglementaires inédites que les autorités peinaient à résoudre. Nous devons nous assurer que ce tunnel répond aux normes de sécurité avant de pouvoir autoriser son utilisation publique, expliquait le préfet lors d'une réunion avec Kowalski. Cette question réglementaire révélait un problème que l'ingénieur n'avait pas suffisamment anticipé. Son tunnel, conçu selon ses propres standards de qualité et de sécurité, devait maintenant se conformer aux normes officielles
pour devenir utilisable par le public. Cette adaptation nécessitait des modifications coûteuses, signalisation réglementaire, éclairage de sécurité, issue de secours, système de surveillance. « J'accepte volontiers ces contraintes », déclarait Kowalski, « si elles garantissent la sécurité de mes concitoyens. » L'aspect financier de ces aménagements réglementaires posait problème malgré les soutiens obtenus au fil des années. Kowalski avait dépensé toutes ses économies et bénéficié de nombreux dons en matériaux et en main-d'œuvre. Mais les équipements de sécurité exigés par l'administration représentaient un investissement considérable qu'il ne pouvait assumer seul. Cette difficulté menaçait paradoxalement l'achèvement d'un projet si proche de sa finalisation. La solution vint d'une initiative inattendue de la municipalité. Le nouveau bourgmestre, élu en 1961, proposa un partenariat public-privé révolutionnaire. La municipalité financerait les équipements de sécurité réglementaire en échange de la propriété partagée du tunnel à son achèvement. Cette proposition, impensable 10 années plus tôt, révélait l'évolution spectaculaire de l'opinion officielle sur le projet de Kowalski. « Messieurs les conseillers », déclarait le bourgmestre Kowalski, homonyme de l'ingénieur mais sans parenté, lors de la séance municipale, nous avons la chance d'avoir dans notre commune un homme qui a réalisé bénévolement une infrastructure d'une valeur considérable. Il serait injuste et stupide de ne pas l'aider à terminer cette œuvre, qui bénéficiera à toute la communauté. Ce discours, accueilli par des applaudissements unanimes, marquait la reconnaissance officielle définitive du projet. L'accord conclu en décembre 1962 prévoyait que la municipalité financerait les 40 000 zlotys nécessaires aux équipements de sécurité, tandis que Kowalski conserverait la propriété technique du tunnel, mais en partagerait l'usage avec la collectivité. Cette solution élégante permettait l'achèvement du projet tout en respectant les droits de son concepteur et les intérêts de la communauté. Cette reconnaissance officielle s'accompagnait d'une médiatisation nationale croissante. Les journaux de Varsovie et de Cracovie publiaient des articles sur l'ingénieur qui creuse son tunnel depuis 10 ans, transformant Kowalski en figure emblématique de la détermination polonaise. Cette célébrité, qu'il n'avait jamais recherchée, l'embarrassait quelque peu mais servait utilement la promotion de son projet. Paragraphe 7. L'année 1965 s'ouvrit sur une accélération spectaculaire des travaux avec l'arrivée de l'aide municipale officielle et l'engagement d'une équipe de professionnels pour installer les équipements de sécurité réglementaires. Le tunnel atteignait maintenant 2-3 km de longueur et s'approchait rapidement de son objectif final. L'atmosphère sur le chantier était à l'optimisme et à la fierté collective. Après 13 années d'efforts, le rêve de Kowalski allait enfin devenir réalité. L'installation des équipements de sécurité transformait le tunnel artisanal en véritable infrastructure moderne. Un système d'éclairage de sécurité à piles autonomes fut installé tous les 50 mètres. Des panneaux de signalisation indiquaient les directions et les sorties de secours. Un réseau téléphonique d'urgence reliait les postes stratégiques et même un système de haut-parleurs permettait la diffusion d'informations en cas de problème. Ces aménagements, financés par la municipalité, donnaient au tunnel un caractère professionnel impressionnant. La main-d'œuvre bénévole avait également évolué pour s'adapter à l'ampleur croissante du projet. L'équipe comptait maintenant une trentaine de volontaires réguliers, organisés en équipes spécialisées, percement, évacuation des déblais, installation électrique, finition. Cette organisation quasi militaire, dirigée avec bienveillance par Kowalski, permettait une efficacité remarquable tout en maintenant l'esprit communautaire qui caractérisait le projet depuis ses débuts. L'approche de l'achèvement créait une émulation extraordinaire dans toute la région. Les médias nationaux suivaient maintenant régulièrement l'avancement des travaux, transformant chaque mètre de progression en événement digne d'intérêt. Le tunnel de Kowalski progresse de 15 mètres par mois, titrait la Gazeta Wyborcza. L'achèvement est prévu pour l'automne 1966. Cette médiatisation apportait au projet une dimension symbolique qui dépassait largement son utilité locale. L'aspect technique du chantier continuait d'impressionner les professionnels. L'Association européenne des ingénieurs souterrains organisa même un colloque international à Nowa Ruda pour étudier les méthodes développées par Kowalski. Cette reconnaissance scientifique
consacrait définitivement l'innovation et l'excellence technique du projet, transformant l'ingénieur autodidacte en référence mondiale pour les constructions souterraines individuelles. Cependant, cette période de succès fut assombrie par des problèmes de santé croissants de Kowalski. 13 années de travail souterrain intensif après ses journées de mine avaient usé prématurément sa constitution pourtant robuste. À 55 ans, il souffrait de problèmes respiratoires chroniques et d'arthrose sévère qui limitaient progressivement ses capacités physiques. Stéphane s'épuise, s'inquiétait Anna. Il devrait peut-être ralentir le rythme, maintenant que l'achèvement est proche. Cette détérioration physique motivait paradoxalement une intensification de l'effort final. Kowalski, conscient de ses limites croissantes, voulait absolument terminer personnellement son œuvre. « J'ai commencé ce tunnel seul », déclarait-il. « Je veux le finir de mes propres mains. C'est une question d'honneur personnel. » Cette détermination, admirable mais inquiétante pour sa santé, révélait l'importance existentielle que représentait ce projet pour son concepteur. L'aide de ses enfants devenait cruciale dans cette phase finale. Piotr, maintenant ingénieur diplômé, apportait son expertise technique pour les finitions complexes, tandis que Maria, architecte, concevait l'aménagement esthétique des entrées du tunnel. Cette transmission familiale donnait au projet une dimension générationnelle émouvante qui touchait profondément la communauté locale. La progression technique atteignait des records impressionnants, 20 mètres par mois, grâce à l'optimisation de tous les processus et à la motivation exceptionnelle de l'équipe. À ce rythme, l'achèvement était effectivement prévu pour l'automne 1966, soit 14 années après le début des travaux. Cette perspective proche galvanisait tous les participants qui voyaient enfin l'aboutissement de leurs efforts collectifs. L'anticipation de l'achèvement créait une atmosphère particulière dans Nowa Ruda. Les habitants commençaient à réaliser qu'ils allaient bientôt posséder une infrastructure unique au monde, créée entièrement par l'initiative privée d'un de leurs concitoyens. Cette fierté collective transformait la perception de leur petite ville qui acquérait soudain une notoriété nationale grâce au génie obstiné de l'ingénieur Kowalski. Les autorités régionales préparaient déjà la cérémonie d'inauguration qui promettait d'être un événement majeur. Le gouverneur de la voïvodie avait confirmé sa présence, ainsi que plusieurs ministres et de nombreux dignitaires. Cette reconnaissance officielle au plus haut niveau consacrait définitivement la valeur du projet et transformait son concepteur en héros national. Cependant, au cœur de cette euphorie générale, Kowalski gardait présente à l'esprit la motivation initiale de son entreprise. Protéger sa communauté contre les tempêtes exceptionnelles qu'il continuait à prévoir. « Tout cela est merveilleux », confiait-il à Anna. « Mais n'oublions pas que ce tunnel a été conçu pour sauver des vies. J'espère sincèrement que cette fonction ne sera jamais nécessaire. Mais si elle l'était, nous serons prêts. » Paragraphe 8. L'automne 1966 approchait avec une intensité dramatique qui électrisait toute la région de Nowa Ruda. Le tunnel de Kowalski atteignait maintenant 8 km de longueur et il ne restait plus que 200 mètres à percer pour rejoindre le point d'arrivée à Gornji Wrzos. Cette proximité de l'achèvement créait une émulation extraordinaire. L'équipe de bénévoles travaillait maintenant 7 jours sur 7. Les médias nationaux avaient installé une correspondance permanente et les autorités préparaient une inauguration grandiose prévue pour le 15 novembre 1966. L'état de santé de Kowalski, bien que préoccupant, ne parvenait pas à freiner son ardeur au travail. L'ingénieur de 56 ans, épuisé par 14 années d'efforts surhumains, puisait dans ses dernières réserves d'énergie pour achever personnellement son œuvre. « Ces derniers mètres, déclarait-il avec une détermination farouche, je les creuserai même si je dois y laisser ma vie. Ce tunnel est mon testament pour les générations futures. » Cette déclaration dramatique inquiétait profondément sa famille, mais illustrait l'importance existentielle de ce projet pour son créateur. Les préparatifs de l'inauguration révélaient l'ampleur de la reconnaissance nationale qu'avait acquise le projet. Le Premier ministre en personne confirma sa présence, accompagné de plusieurs ministres, du gouverneur régional et d'une délégation internationale d'ingénieurs venus étudier cette réalisation unique.
la petite ville de Nowa Ruda se préparait à accueillir plusieurs milliers de visiteurs pour cet événement historique qui promettait de marquer les annales de l'ingénierie mondiale. La presse internationale commençait également à s'intéresser à cette histoire extraordinaire. Le Times de Londres publia un article intitulé « The Man Who Moved a Mountain », l'homme qui déplaça une montagne, tandis que le Figaro consacrait une page entière à l'ingénieur obstiné qui creusa seul son tunnel. Cette médiatisation internationale transformait Kowalski en symbole universel de la détermination humaine face aux défis apparemment impossibles. Cependant, cette période d'euphorie générale fut brutalement interrompue le 3 octobre 1966 par l'arrivée des premières chutes de neige précoces de l'hiver. Ces précipitations, inhabituellement abondantes pour la saison, déclenchèrent immédiatement l'attention anxieuse de Kowalski, qui y voyait peut-être les prémices du phénomène exceptionnel qu'il prédisait depuis 15 ans. « Ces chutes de neige d'octobre sont anormales », observait-il avec inquiétude. Elles ressemblent aux descriptions que j'ai trouvées dans les archives de 1893 et 1934. Cette préoccupation météorologique de l'ingénieur était partagée par les services de prévision qui notaient effectivement des anomalies climatiques troublantes. Les masses d'air arctique descendaient plus tôt et plus massivement que d'habitude, créant des conditions favorables aux tempêtes exceptionnelles que redoutait Kowalski. Les modèles météorologiques confirment un risque inhabituel de tempêtes de grande ampleur cet hiver, admettait le directeur du service météorologique régional. L'urgence d'achever le tunnel avant l'hiver prenait soudain une dimension dramatique. Si les prévisions météorologiques de Kowalski se révélaient exactes, les 200 derniers mètres de tunnel pourraient faire la différence entre la vie et la mort pour les habitants de Gornji Versos. Cette perspective transformait les derniers travaux en course contre la montre où chaque jour comptait. L'équipe de bénévoles, galvanisée par cette urgence nouvellement révélée, intensifia encore ses efforts. Travaillant maintenant par équipe de 12 heures en continu, ils parvenaient à percer près d'1 mètre de tunnel par jour, rythme exceptionnel qui témoignait de leur motivation extraordinaire. « Nous sentons tous que Stéphane avait raison depuis le début », déclarait Jan Kowalczyk. « Ce tunnel va sauver des vies, peut-être dès cet hiver. » L'avancement technique atteignait des records absolus grâce à l'optimisation de tous les processus et à la mobilisation générale. Les 200 derniers mètres furent percés en moins de 2 mois, achievement remarquable qui couronnait 14 années d'efforts acharnés. Le 28 novembre 1966, exactement 14 ans et 10 mois après le premier coup de pioche, Stefan Kowalski perça personnellement la dernière paroi rocheuse qui séparait son tunnel de la sortie prévue à Gornji Versos. Cette victoire technique fut célébrée dans l'émotion générale par tous ceux qui avaient participé, de près ou de loin, à cette aventure extraordinaire. Kowalski, épuisé mais rayonnant de fierté, serra dans ses bras sa femme Anna et ses enfants, dans ce tunnel qu'il avait littéralement creusé à la force de ses mains. « Nous l'avons fait », murmurait-il, les larmes aux yeux. « Nous avons vraiment réussi. » L'achèvement du tunnel coïncidait parfaitement avec l'arrivée des premiers signes d'un hiver qui s'annonçait effectivement exceptionnel. Les services météorologiques confirmaient maintenant leurs prévisions alarmistes. Une masse d'air arctique d'une ampleur inhabituelle se dirigeait vers la Pologne, porteuse de tempêtes de neige d'une intensité probablement exceptionnelle. Le timing de cet achèvement prenait une dimension prophétique qui stupéfiait même les plus sceptiques. La cérémonie d'inauguration, initialement prévue comme une célébration technique, allait probablement se transformer en événement dramatique si les prévisions météorologiques se confirmaient. Le tunnel inutile de Kowalski risquait de révéler sa nécessité vitale dans les semaines qui suivirent son achèvement. Validation spectaculaire d'une vision que tous avaient longtemps considérée comme une obsession irrationnelle. Paragraphe 9. Le 5 décembre 1966, soit exactement une semaine après l'achèvement du tunnel, la nature offrit à Stefan Kowalski une validation spectaculaire et terrifiante de ses prévisions météorologiques. Une tempête de neige d'une violence inouïe s'abattit sur la région de Nowa Ruda, dépassant largement en intensité tous les phénomènes climatiques enregistrés depuis 1934. En 48 heures, plus de 3 mètres de neige tombèrent, accompagnés de vents de 120 km par heure,
qui créèrent des congères de plus de 6 mètres de hauteur. Cette tempête exceptionnelle transforma instantanément la route d'accès à Gornji Vrzos en piège mortel absolument impraticable. Les 3000 habitants du quartier résidentiel se retrouvèrent complètement coupés du monde, dans une situation d'isolement total que même les moyens de secours les plus sophistiqués ne pouvaient surmonter. Les hélicoptères de secours, seul moyen théorique de liaison, étaient cloués au sol par des conditions météorologiques qui rendaient tout vol suicidaire. « Mon Dieu, Stéphane avait raison !» s'exclamait le bourgmestre en contemplant l'ampleur de la catastrophe depuis les fenêtres de la mairie. La route de montagne avait littéralement disparu sous un océan de neige qui rendait impossible tout déplacement terrestre. Les véhicules de déneigement les plus puissants, mobilisés dès les premières heures de la tempête, s'étaient retrouvés eux-mêmes ensevelis, et leurs conducteurs avaient dû être évacués de justesse. L'affolement gagnait rapidement les autorités qui découvraient avec horreur qu'elles ne disposaient d'aucun moyen de secourir les habitants isolés. Les services d'urgence, confrontés à une situation qu'aucun plan de secours n'avait prévue, mesuraient soudain l'ampleur de leur impréparation face à un phénomène que seul Kowalski avait anticipé.